Alors bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne pour ce nouvel audio. Alors aujourd'hui je suis accompagné d'un ami, c'est Ralph. Bonjour Ralph. Salut. Et on va parler aujourd'hui donc de l'actualité, de propagande, de désinformation, d'ingénierie sociale et donc plus généralement, oui voilà, sur le concept d'actualité, sur le poids des médias dans notre société. On va se faire une petite discussion. On va vous donner aussi quelques petites citations. Et voilà, quoi, tout simplement. Donc, déjà, Ralph, présente-toi juste pour les gens de ma chaîne qui ne te connaîtraient pas. Ma chaîne YouTube s'appelle Ralph Atoustra. On a déjà fait une émission tous les deux puisqu'on a parlé sur ma chaîne de caste et de régression des castes. Une super émission qui a pas mal marché puisque là aujourd'hui on en est à plus de 4000 vues, ce qui pour le type de sujet qu'on traite est quand même pas mal. Et puis je te remercie de me rendre la politesse pour parler d'actualité, de désinformation, de propagande. Un sujet très vaste. Ouais. Un sujet très très vaste et qu'on pourrait déjà introduire en donnant une définition de ce qu'on entend de l'actualité, puisque les hommes ont toujours communiqué, se sont toujours communiqué les informations utiles, mais il y a un basculement qui s'opère pour nous. On pourrait peut-être rechercher des origines plus lointaines, mais le basculement s'opère grosso modo au XVIIe siècle avec un personnage qui s'appelle Théophraste Renaudot, Voilà. Et qu'on connaît tous, puisque c'est lui qui a donné son nom au prix Renaudot, le célèbre prix littéraire, et qui a fondé le premier journal qui parlait de politique, de faits divers. Il en a fondé en 1629, mais il en a surtout fondé en 1631, qui s'appelle La Gazette. Et Théophraste Renaudot, t'en diras peut-être un mot, mais c'est vrai que c'est un personnage assez énigmatique, je trouve. Déjà, rien que son visage est très spécial. Vous irez regarder sur Wikipédia. Il n'a pas un visage ordinaire. Il était médecin du roi, ouais. médecin de Louis XIII. C'est un protestant, logique puisqu'il est médecin. Je crois qu'à cette époque-là, les catholiques n'avaient pas le droit d'être médecins. Et bon, ce serait très intéressant de se pencher sur sa vie, sur la vie et les convictions du personnage. Peut-être as-tu des choses à en dire qui arrivent? Pas spécialement sur Renaudot, enfin je suis d'accord avec ce que tu dis. Moi je voulais revenir sur la définition qu'on a donnée à l'actualité. Est-ce qu'on pourrait pas partir justement du terme de média? C'est-à-dire que ça on voulait le dire plus tard, mais on peut le dire maintenant, il y a toujours une élite, on va dire 10% qui domine les 90% dans toute société, hein, quels que soient Toujours. les 10%, voilà. C'est Donc ni bien ça se ni faut, mal. C'est comme ça. voilà. Et pour moi, le média ou l'actualité, c'est ce qui va faire l'interface, donc média, entre les sujets et le pouvoir, en fait. Donc, quand les 10% vont être dominés par une autorité spirituelle ou une véritable aristocratie, il y aura un mythe, donc il n'y aura pas d'actualité. Pour le coup, ça sera un grand mythe général. Et avec la modernisation de la société, les nouveaux pouvoirs en place ont besoin d'avoir une légitimité et de réinventer le paradigme, l'ancien paradigme est effacé pour en recréer un nouveau. Et donc, ce qu'on appelle actualité, donc là, ça rejoint Renaudot, c'est apparu à la fin de la Renaissance, on va dire, avec c'est les prémices du monde moderne. Et c'est plus, pour faire simple, c'est plus le curé qui enseigne aux âmes, mais c'est directement le pouvoir privé. Et donc derrière, ça va être bien sûr l'élément bourgeois, la montée de la bourgeoisie et du monde, on peut dire des affaires, tout simplement, quoi, profane. Sur cet aspect d'interface, de médiation entre la population et le pouvoir, dès le début, la Gazette de Renaudot est récupérée par le pouvoir pour en faire un outil de propagande, dès le départ. C'est-à-dire que dans la genèse du média,
c'est la première chose à laquelle ça a servi. Voilà. On est dans la préhistoire du monde médiatique moderne, mais tout est déjà en germe en 1631. J'allais Et dire, c'est presque ça de tous les médias, en fait. Tous les nouveaux médias, on ouais, va dire, sont un outil de propagande pour les gens qui détiennent ces médias. Donc pour les élites en place, le média sera un moyen. Un moyen. Et donc, bah, avec le progrès technologique, au début, bien sûr, ça commence, bah, c'est à la parole, hein, la tradition, c'est à l'oral. Après, on a l'écrit. Après, on a les gazettes. Enfin, on a ça aussi avec le livre. Au début, il y avait que des livres, des bibles, des évangiles ou des commentaires des évangiles qui étaient imprimés. Et au fur et à mesure, eh ben, on a l'arrivée des romans, de plein de choses. Donc, c'est le pouvoir en place qui va se servir avec les moyens technologiques de l'époque de médias. Et là, on peut dire, c'est le premier média de masse, en fait, le Renaudot. premier média de masse, et là où je te rejoins également, c'est qu'il se substitue au mythe et au conte. C'est-à-dire qu'on avait antérieurement un mythe et un conte qui avaient un caractère de fixité, et que ça a muté en un flot d'informations continu et mouvant qui ne s'arrête jamais, et qui n'a pas nécessairement de but autre que de se perpétuer. C'est l'information, c'est ce qui va relier l'homme au monde, donc c'est une nouvelle religion que les élites vont donner au peuple. Et de même que dans les religions, il y a des fanatiques, on a aujourd'hui des fanatiques de l'information, des bigots, des fous, des accros de l'actu. Donc le média moderne, l'information moderne est à la fois une nouvelle religion et une drogue. Ouais, ouais, c'est vrai. Et ce que tu as dit, et on peut élargir un peu, c'est que dans un monde traditionnel, donc comme tu le dis, c'est les mythes, les contes, ce qui va se transmettre oralement de génération en génération, qui va créer le paradigme. Mais ce paradigme, il est anhistorique. Il n'est pas dans l'histoire. Il s'est déjà produit une fois pour toutes. Tu sais, c'est le fameux il était une fois en ces temps-là, ou même les textes sacrés. On connaît la Genèse, on connaît l'Apocalypse. Enfin, c'est un paradigme fermé, on va dire. Alors que là, avec l'arrivée du modernisme, c'est l'actualité, c'est comme un rouleau compresseur, quoi. Tous les jours, il faut faire le buzz, des nouvelles choses. Donc, on n'est plus dans un paradigme cyclique qui se suffit à lui-même, une ronde perpétuelle. On est dans la fuite en avant et ça rejoint justement la vision progressiste et linéaire de l'histoire, quoi. Alors, autre analogie avec la religion, on dit souvent qu'aujourd'hui, on est plus tenu d'avoir une religion, il y a plus de dogme religieux, on est libre à ce niveau-là, alors que l'actualité, ben, elle s'impose à nous. Elle s'impose à nous de la même manière que la religion s'imposait aux hommes d'avant. C'est un flot auquel on ne peut pas échapper. Voilà, qu'on adhère à l'information qui nous est donnée, qu'on qu'on s'oppose à elle, qu'on la commente, quoi qu'on fasse, on finit toujours par se positionner par rapport à elle. Quand on a préparé l'émission, on s'est appelé un petit peu avant, je me disais finalement, le seul moyen d'y échapper, c'est de devenir un petit peu ermite, et même comme ça, je suis même pas sûr que ce soit encore possible, quoi. Non, vraiment très difficile. Même moi personnellement, j'essaye de ne pas être trop pris dans le flot des informations, d'avoir du recul. Bah, ça, c'est aussi parce que j'écris des bouquins. Enfin, et mes livres, c'est pas des livres sur des sujets d'actualité, mais je suis quand même sur les réseaux sociaux à regarder ce qui se passe, presque machinalement, hein, j'allais dire, hein. On peut Machinalement. pas. Ouais, Nous n'y pensons même pas. L'information, elle est là, elle est diffuse.
et elle rentre en nous. Hein. On n'a pas. Voilà, quoi que vous fassiez, vous n'y échapperez pas. Vous serez au courant de toutes les merdes possibles, inimaginables. Et alors, cette information, elle a commencé par un petit journal du 17e, puis elle n'a fait que croître. C'est un monstre qui se nourrit lui-même. Ça a commencé par la multiplication des organes de presse, la multiplication des imprimeries, puis on a eu la radio, la télé qui a fait basculer ça dans une dimension nouvelle. C'était extraordinaire la télé, et depuis peu de temps, Internet, qui a été présenté comme un outil de libération finalement de la parole et de l'information. On va voir dans une deuxième partie que pas du tout. Au contraire même. Ouais. En tout cas, bon, ça a peut-être été un outil de libération pour une petite partie pour une infime partie des individus, mais grosso modo, ça permet d'engluer encore plus la masse dans une information dont il n'a rien à foutre et qui va le diriger et le remplir. Ouais, voilà. Et quel que soit le média, le but, comme on l'a dit au début, c'est d'imprimer dans le cerveau de la masse des grands piliers mentaux et comportementaux, hein, tout simplement. Hein. C'est ce qu'on appelle la pensée unique. Donc comme on l'a dit au début, c'est un outil de propagande pour le pouvoir. Et avec le progrès technologique, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi l'arrivée de l'image. C'est que L'image. l'image, normalement, enfin, souvent, elles sont très contrôlées par les clergés, voire même dans certaines traditions, Elle l'image est est interdite. interdite tellement elle est puissante et aujourd'hui elle est omniprésente. Voilà, depuis un siècle, elle est omniprésente. Et tu sais, moi, je suis platonicien, donc pour moi, déjà, la réalité sensible, c'est déjà un écran. C'est déjà et la télévision, c'est un écran sur un écran, quoi, en fait. Là, c'est comme si les prisonniers de la caverne de Platon regardaient la télé avant de regarder la paroi qui est déjà une illusion, quoi. Donc là, ça C'est un écran au carré. Et tu avais fait un parallèle que j'avais trouvé intéressant avec le footing et la musculation. C'est vrai que l'actualité est au récit du monde moderne, ce que la musculation et le footing au, est à l'entretien du corps, quoi. Qui est une pratique, je ne saurais pas trop comment le dire, mais une pratique qui n'a pas d'autre finalité que de s'entretenir elle-même, si tu veux. Ouais, voilà. Ce que je t'avais dit, c'est que normalement, il n'y a pas besoin de faire de footing. Soit on fait une activité qui fait qu'on marche beaucoup, ou qu'on peut courir, donc on est un bon coureur. Ou Voilà. pareil pour la muscu. Moi, je suis un cycliste, donc, mais je fais jamais de vélo le dimanche matin à me taper 2 heures de vélo pour rien. Bon, le vélo, il me sert d'aller à un point A à un point B, tu vois. Ouais, ouais. Tu sais, moi, je suis pas dans le jugement. Hein, Non, non, mais ce que je veux dire, c'est que je vois les cyclistes qui font du vélo pour faire du vélo. Ils vont même à l'hippodrome pour tourner en rond, tu vois. Et je ouais, regarde, voilà. je me dis, mais qu'est-ce Et que c'est ce truc? la musculation, c'est très bien d'être bien en forme physiquement, mais de là à faire du bodybuilding, si la personne elle n'a pas des charges lourdes à porter, c'est juste se muscler pour se muscler, quoi. Il n'y a même pas d'objectif après, il y a une forme de nihilisme. Et pour rejoindre l'actualité, il y a le côté un peu cheap, c'est-à-dire c'est facile à avaler, à ingurgiter, alors que le savoir, la vraie information, déjà la vérité, est-ce qu'elle est atteignable ici-bas, c'est pas sûr. Et plus, si on prend n'importe quel fait historique ou un fait divers de l'actualité, si on s'y penche sérieusement dessus, on va tout de suite voir qu'il y a plusieurs opinions, que en fait il faut faire des recherches, alors que là l'information elle est donnée directement, il y a qu'à gober quoi. Il y a qu'à Donc gober, ouais, c'est de la junk food. L'information, c'est vraiment de la junk food intellectuelle. Et, euh, et c'est vrai que prendre de la hauteur sur l'actualité, il fut un temps où c'était le privilège d'une certaine caste qui lisait des essais, qui se cultivait, et qu'on a eu grâce à Internet une forme
une forme de popularisation de la prise de hauteur, qui s'est notamment manifestée par le complotisme. Moi, on, on- on en avait déjà parlé tous les deux. On peut voir le complotisme comme quelque chose d'horrible, puisqu'il y a énormément de complotisme fantasmagorique qu'on fait vriller le cerveau de trop de gens. Mais le complotisme, c'est aussi un moyen de sortir du mouvement perpétuel de l'actualité et de mettre des choses en rapport les unes avec les autres. Et d'essayer de le faire soi-même, surtout. Ouais, c'est vrai, mais en fait, ça va toujours dépendre de la personne. Ouais, ouais. Euh, C'est-à-dire une personne intelligente, mais qui va gober tout ce que le système dit, elle ira quand même toujours plus loin qu'une personne complètement débile, complotiste, quoi, par exemple. Oui, Et j'aurais, moi, tendance à dire, donc là, je fais du supra-complotisme. J'aurais tendance à dire que le complotisme d'Internet était déjà prévu à la base, hein, pour moi, hein. Enfin, on est- ça occupe bien les gens, ouais. ouais, Ça c'est sûr, ça les occupe bien. Il ferait mieux de s'occuper d'autre chose. C'est sûr et mais certain. disons que il y a des complots, il y a toujours des complots, il y en aura tout le temps. Il y a pas de choses qui arrivent en génération spontanée. Le hasard n'existe pas en histoire. Enfin, moi, c'est mon avis. Et du coup, le fait de promouvoir les théories du complot, c'est ce que les maçons appellent se cacher dans la lumière. En fait, on dit tout et son contraire. Et du coup, c'est un ambroglio et donc ça met encore plus de flou en fait au final. Moi, c'est mon avis, hein. Je Et un pense que autre les théories avis, du ouais. complot, il y a toujours du vrai, mais il y a toujours du faux Oui, aussi. oui. Et un autre avis, moi, que j'ai sur le complotisme, c'est que finalement, ça donne encore plus de pouvoir au pouvoir, puisque chez la Ouais, plupart des complotistes que j'appelle pathologiques, on a comme le sentiment que il y a une élite toute puissante qui a 25 coups d'avance, qui sait parfaitement où elle va depuis des siècles. Et, euh, et je crois pas qu'ils soient si intelligents que ça. Et ils sont très contents que toute une partie de la population puisse imaginer qu'ils aient de tels pouvoirs. Ça les... tout à fait. Mais ça, on en revient aux 90% qui sont soumis aux 10% en haut de la pyramide, quelles que soient les époques. C'est-à-dire que la masse, le peuple, a besoin d'un grand sauveur ou d'un grand méchant, en fait. Mhm. Tu sais, on voulait en parler après, mais on peut déjà en parler maintenant. C'est le principe de la jeune fille qui attend son argent de poche de papa et en même temps, donc ça c'est l'État-providence, mais en même temps, elle a peur que papa la dispute si elle rentre une demi-heure plus tard ou si elle a une mauvaise note à l'école, quoi. Je pense que le rapport entre le peuple et ses élites est le même qu'entre une jeune fille et son papa, quoi. Ouais, mais on va avoir l'occasion justement de développer cette partie un petit peu plus tard. Ce que j'avais envie de dire peut-être pour conclure cette partie sur la définition, puisqu'on voit maintenant à peu près de quoi on parle, c'est que, je l'ai déjà dit, l'actualité, elle s'impose à nous de différentes manières, qu'on y adhère, qu'on la rejette, qu'on la critique. Dans tous les cas, de toute façon, qu'on adhère à quelque chose ou qu'on se construise en opposition, finalement, on y est toujours soumis de la même manière. Exactement. Euh, et ce que je vois beaucoup, moi, sur mon algorithme Internet à moi, très dissident, pensée alternative, c'est des gens qui en permanence partagent des monstres de foire, toutes les pires choses qui puissent exister, les pires féministes à cheveux bleus, les pires tarés, les pires citations de politique. Et en fait, bah, tout ça nourrit la bête quand même, quoi. En fait, Oui, il faudrait pas en parler, mais en fait, on le voit parce que parce que les gens le partagent, mais même s'ils sont en réaction,
ils en font quand même la promotion et ils s'imprègnent quand même de tout ça. Ouais, parce qu'il y a une forme de focus avec Un focus, ouais. l'actualité. Et tu sais, c'est le syndrome, par exemple, il va y avoir des grèves à la SNCF une semaine par an. Et ben, toutes les caméras vont être sur les quais de gare, à interviewer les gens qui vont être trop énervés parce que leur train aura du retard et qu'il y aura, les trains seront bondés, mais il n'y aura pas de caméra les 95% du reste de l'année où les trains arrivent à l'heure, où tout se passe bien, en fait. Tu vois, c'est un. Il y a un focus horrible. Je veux dire, même moi qui habite à Paris, au milieu de ce qu'on pourrait appeler la pire des décadences, je croise pas des gens qui se font des opérations de chirurgie esthétique pour ressembler à un dauphin. Je croise pas ce genre de truc, tu vois. Mais quand j'allume Internet, j'en vois tout le temps. Tu vois. Donc, il y a un problème. Il y a un vrai problème. Ouais, ouais. Il y a et aussi c'est la quantité. C'est pour il y ait le plus de gens qui regardent un programme. Il faut du coup jouer sur des ressorts très bas, quoi. Hein. Donc ça va être le La bassesse. voyeurisme, voilà, la bassesse, la violence, l'exception, le sexe, tout ce qui fait que bah, la majorité des gens vont cliquer hein, s'ils voient un truc. Et effectivement, on est dans le règne là de l'exception, quoi. C'est l'exception. Le règne du sensationnalisme, quoi. Euh, Ouais, d'un sensationnalisme malsain et qui en plus est une sorte de prophétie autoréalisatrice, quoi. C'est-à-dire qu'on donne à manger que de la merde aux gens, bah, ils deviennent par génération spontanée de plus en plus merdiques, quoi. Alors qu'au départ, tout le monde s'en foutait de ça, quoi. C'est ouais, c'est un vice, c'est quelque chose qui se nourrit lui-même. ouais, Alors, c'est vrai. Et j'allais dire, ça touche tous les niveaux, parce que même si on est dans les médias de masse, je sais pas, dans les années 50, 60, quand tu regardes les hommes politiques s'exprimer, c'est autre chose qu'à notre époque où ils vont sur le plateau d'Hanouna où on ne sait même plus qui est le présentateur, qui est le président, quoi. Ils ont ah tous la oui, même tête, tous aussi cons, quoi. la multiplicité des médias, ce qu'on a appelé le pluralisme de l'information, mais qui en fait se limite à être une pluralité de médias, a mis en place une concurrence malsaine, quoi. C'est-à-dire qu'avant, quand il y avait trois chaînes, bon, bah, chacune faisait l'effort quand même de faire de la qualité, même s'il y avait quand même de la merde. Alors que là, c'est vraiment la flaque de chiasse où chacun va essayer d'attirer le plus possible de monde pour faire monter le prix de ses encarts publicitaires. Il n'y a plus de limite, quoi. Il n'y a plus aucune limite pour faire du buzz. Ouais, voilà. Et parce que c'est un média de masse. Et quand dans une foule, dans une masse, le dénominateur commun doit être le plus bas et le plus simple possible, en fait. Voilà. Donc plus le temps va passer et plus ça va être con, quoi. C'est ça qui est terrible à se dire, quoi. Et on le voit même, franchement, à des niveaux. Te rappelles ce que je te disais, vous regardez des interviews de Zinedine Zidane ou de Didier Deschamps en 98, on a l'impression que c'est des génies par rapport aux footballeurs de notre époque. Donc déjà, même alors qu'à l'époque, ils passaient pour des gros cons, Didier Deschamps. Mais en fait, non, Il y a on peut encore. une accélération du temps sur l'abrutissement de la masse. Il y a une vraie accélération du temps qu'on voit quand on a nos âges. Effectivement, en 98, Didier Deschamps, tout le monde le prenait pour un con. Aujourd'hui, c'est vrai que tu regardes ses interviews, c'est un génie. C'est un Ouais. génie par rapport à, je sais pas, j'ai pas de nom en tête, un Pogba, enfin, Deschamps passe pour, voilà, il marche sur l'eau, quoi. En 20 ans, quoi. En 20 ans, on voit ce décalage. Et là, je te dis, c'est lié vraiment au fait du nombre, en fait. Plus le nombre est grand, plus le dénominateur commun se rabat, quoi. Et tu parlais d'Internet. Et Euh, voilà, c'est notre deuxième partie, ouais, Internet. Parce que Internet a souvent été présenté comme le moyen de sortir de ce totalitarisme de l'actualité, de ce monopole des grands médias,
Et c'était vraiment présenté comme quelque chose d'ultra positif. Et en effet, Internet a fait concurrence aux grands médias. On ne peut pas nier la chose, mais il n'a au final, et maintenant on a assez de recul pour le savoir, que rendu le processus d'abrutissement plus fin, plus complexe et en un sens plus diabolique. Oui, c'est vrai. Et moi, je suis d'accord, hein, je ne vais pas cracher dans la soupe. Hein. J'aurais peut-être même pas écrit de bouquin s'il n'y avait pas eu Internet, parce que ça, sinon, il faut aller dans les bibliothèques. Donc, sur plein de choses, c'est un superbe outil, Internet. Mais c'est surtout, moi, pour moi, l'instrument idéal de la globalisation. C'est-à-dire que grâce à Internet, déjà, de toute façon, moi, cette phrase, je l'entends trop souvent et pour moi, il y a anguille sous roche, tu vois, c'est de dire grâce à Internet, alors que c'est un truc qui a été promu par le pouvoir, justement, pour pouvoir nous ficher, pour pouvoir faire du big data et pour pouvoir uniformiser les modes de pensée, les modes de vie partout sur Terre. Hein. C'est la globalisation des âmes et des consciences. Hein. L'horizontalisation, c'est-à-dire en horizontalisant la parole, finalement, tout est devenu égal à tout et plus rien n'a de sens. On laisse la parole des éléments les plus bas et les plus stupides et les plus dissolvants est à la même hauteur que celle de n'importe qui. Et c'est ça qu'Internet a rendu possible. Ouais, et parce que c'est la facilité. Et que si la moindre chose nécessite du travail, en fait. Si on veut connaître bien un événement historique, si on veut s'intéresser à l'actualité, il faudrait lire plusieurs livres de points de vue différents, il faudrait chercher les sources, ce que la grande majorité des gens, de toute façon, ils n'ont pas le temps, on ne peut pas leur reprocher, ils ne feront pas. Donc, on va leur donner une version réchauffée, quoi. Une version réchauffée Ouais. de. Mais nous qui sommes youtubeurs tous les deux, personne, c'est extrêmement marginal, hein, le nombre de vues qu'on peut avoir ou le nombre, c'est déjà très bien. On utilise Internet comme un outil, mais on a quelque chose de formidable sur YouTube, c'est les compteurs. Donc on sait ce que les gens regardent. Ils regardent des trucs encore plus pourris que la télé. Encore plus, mais 100 fois plus de la merde que la télé, et en plus ils donnent de l'argent pour ça, quoi. Ouais, ouais, bah parce que c'est pas le. Tu sais, c'est le principe, c'est connu, ça, c'est l'outil. Il est totalement neutre, en fait. Donc, tu sais, c'est le principe, le couteau, tu peux t'en servir pour couper du pain pour tes potes ou tu peux les trucider, quoi. Ça va dépendre de qui utilise le couteau, quoi. Et les gens ne sont absolument pas armés pour justement avoir un esprit critique. On les forme pas à ça, d'ailleurs. À Ouais, l'école, ouais. on apprend à être de bons perroquets, à tout avaler, et voilà. Et le système devient même un peu agressif, hein, parce que au final, dès que si tu dis pas ce que le grand média a dit, on a inventé des termes de justement complotistes, C'est- négationnistes, je sais pas quoi. On va être homophobe, antisémite tout de suite, quoi. Hein. Donc, Oui. Et puis, pas besoin de fliquer les gens, ils se fliquent eux-mêmes. Pas besoin d'abrutir les gens, ils s'abrutissent eux-mêmes. Aucun problème. Internet nous a montré que finalement, tout ça était un processus qui se nourrissait lui-même. Ça me fait un peu penser au suffrage universel. Euh, on a longtemps refusé le suffrage universel et il y avait le suffrage censitaire. Et puis, en 1848, en tout cas en France, on a eu le suffrage universel. Je crois que c'est un décret du 5 mars. Je l'ai noté quelque part dans mes notes, mais je l'ai pas ici. Donc, c'est la Deuxième République. Le suffrage universel, il n'arrive pas parce que d'un seul coup, on se met à être plus ouvert, plus égalitaire, moins tyrannique. Pas du tout. Le suffrage universel, il arrive au moment où le pouvoir comprend que le peuple, dans sa majorité, votera comme on lui dit de voter. Et exactement au même moment
où est adopté le suffrage universel en France, il y a Tocqueville qui a cette phrase, euh, qui vient peut-être de la démocratie en Amérique, et qui dit je n'ai pas peur du suffrage universel, les gens voteront comme on leur dira. Donc, Ouais, Internet, il y a un peu de ça dans Internet, mais en turbo giga, quoi. En ouais, turbo. ouais. C'est tout à fait ça. Et j'allais dire, c'est presque, tu sais, c'est la différence entre la dictature et la démocratie. C'est-à-dire, en dictature, tu auras une chaîne de télévision d'État présentée par un militaire qui donnera le programme étatique. Sur un Alors que fil de dans... corde, en ayant peur de se faire fusiller juste après. J'ai presque envie Ouais, de dire que dans une dictature, c'est plus facile de ne pas y croire. Mais on va pas s'avancer tout de suite parce qu'on va en parler à la fin quand on parlera de l'ingénierie sociale. Je voulais ouais. juste introduire une citation de Céline Ah, vas-y, vas-y. qui rejoint toute cette idée de la technologie. En effet, la technologie est neutre. Je suis totalement d'accord avec toi. Et moi, je suis très archéo-futuriste dans l'approche, pas du tout contre la technologie. Toutes les technologies sont bonnes. Mais par contre, quand on donne de la technologie à des sous-humains, c'est une catastrophe. Voilà. Quand on donne de l'information, c'est comme donner de la confiture à des cochons. Et il y a une citation de Céline extraordinaire là-dessus. Ouvrez les guillemets. Il y a très peu de légèreté chez l'homme. Il est lourd, n'est-ce pas? Et alors maintenant, il est extraordinaire de lourdeur. Depuis l'auto, l'alcool, l'ambition, la politique le rendent lourd, encore plus lourd. Nous verrons peut-être un jour une révolte d'esprit contre le poids, mais c'est pas pour demain. Pour le moment, il est lourd. Alors voilà, si j'avais à mourir, je dirais ils étaient lourds. Voilà, c'est tout. Ils étaient méchants parce qu'ils étaient lourds, et ils étaient lourds et jaloux d'une certaine légèreté. Jaloux d'être lourds, c'est tout. Infirmes. Ils pèsent, ils sont infirmes, la lourdeur les rend infirmes. Par conséquent, on peut se méfier, ils sont prêts à tout, oh oui, prêts à tout, pour activer encore la lourdeur. Ils boivent, et alors quand ils boivent, ce sont des marteaux-pilons, c'est effrayant, des marteaux-pilons sans contrôle, c'est surtout ça qu'ils sont. Ils augmentent leur poids au lieu de se rendre légers. Ah, ils ne sont pas du côté d'Ariel, ils sont de plus en plus Caliban, de plus en plus. Et pour moi, on ferme les guillemets, ce n'est plus Céline qui parle. D'ailleurs, c'est un extrait d'une interview, donc c'est Céline qui parle qu'on entend, pas Céline qui écrit. Et pour moi, l'ivresse de l'alcool qui rend l'homme lourd est la même que l'ivresse de l'actualité. Voilà. Ouais. Ça me fait penser au connard avec son petit verre et son journal qui débite des conneries au PMU. C'est absolument insupportable. Et Céline a raison, il y a très peu de légèreté chez l'homme. Ouais, c'est vrai. Pour revenir à ce que tu disais, justement, tu parlais que tu étais un peu archéo-futuriste, Ah mais ouais. moi je pense que l'être humain est lourd. Je pense comme Louis-Ferdinand Céline. Tu sais, quand je donnais l'exemple du couteau, effectivement, tu peux couper du pain pour tes potes ou tu peux les trucider. Mais en fait, l'histoire nous montre que l'homme finit toujours par trucider ses potes. Tu vois, la technologie, on va nous montrer, je sais pas, une personne aveugle, elle va avoir des yeux bioniques et elle va voir, tout le monde va s'extasier devant ça, mais 90% des recherches, ça sera pour tuer d'autres hommes, hein, ça sera pas pour les guérir. Donc, moi, tu vois, je suis pas du tout anarchiste. Moi, tu vois, c'est-à-dire, il y a pas de futur pour moi, c'est-à-dire que soit justement on sera dans une société technologique totalement dictatoriale avec des Internet puissance 1000 là, qui rentrera peut-être directement dans notre cerveau, ou alors ça va complètement péter et il y aura vraiment plus d'électricité, plus rien. Tu vois, je pense comme, je sais pas si Il y tu a as déjà soit l'avenir barrage de Babel, soit l'avenir Mad Max, mais encore une chose qu'on s'était dite, mais c'est affreux de parler avec toi parce on est tellement on a tellement une connivence d'esprit sur tout un tas de choses. On parlait des 90-10. Ah, c'est pas scientifique, hein. 90-10, ça peut être 80-20, peut-être plus Pareto, ça peut être 99, 1%. Mais enfin, il y a toujours une petite partie qui commande à la masse. Et elle a deux moyens de commander à la masse. C'est-à-dire, soit elle va s'évertuer à élever l'esprit de la masse, par oui. plus de civilité, par plus de dignité, par plus d'honneur, par de la métaphysique, par du suprahumain.
soit elle va maîtriser la masse par le bas, voilà, par tout ce qui fait sa bassesse. Et ça nous amène à notre troisième partie. Je ferai peut-être des slides entre les parties sur l'actualité comme une distraction et l'actualité comme une catharsis. L'actualité distrait, la télé, la radio, c'est, comme tu l'as si bien dit, c'est le Pascal, le grand frère des masses. Ouais, ouais, tout à fait. Et pour revenir à ce que tu disais, c'est tout à fait ça. On peut dire que le pouvoir, bah, tu sais, c'est un peu la main qui caresse et la main qui punit, quoi. Et moi, tu sais, donc, je suis un auteur traditionnaliste. Et pour moi, dans un monde traditionnel, c'est l'autorité spirituelle, un clergé, une prêtrise qui dirige la société. Et donc, elle pratique une ingénierie sociale positive. Donc, c'est ce que tu disais, c'est tirer l'ensemble des âmes vers le haut, Vers le apporter salut. oui, voilà, une décence commune, comme disait Orwell, une morale publique. Alors qu'à notre époque, donc, on a des élites, des pseudo-élites. Hein, je renvoie d'ailleurs les auditeurs à notre émission sur la loi de régression des castes. Hein, on est dirigé par les pires individus, et eux peuvent se maintenir en haut de la pyramide sociale que en divisant, en distrayant, en amusant la galerie, en fait. Il donne au peuple la bassesse qu'il désire. Parce que le peuple, il aspire à la grandeur et il aspire à la bassesse. Il y a les deux, il y a les deux dans l'individu. Moi, Et personnellement, je pense vraiment, enfin, moi, ça, je te donne vraiment mon avis. Pour moi, le peuple aspire toujours à la bassesse. oui, Il y a que 10% d'élite et 90% de suiveurs, même quand, dans notre société inversée ou mélangée, tu vois. ou dit autrement, la bassesse est une pente naturelle et facile, alors que s'élever soi-même est contre-intuitif. Faut le pousser, quoi. Alors Voilà, que mais tu peux pas si tu vas tout seul. ça sera individuel. Collectivement, moi, je pense vraiment que à partir, à partir du moment, j'allais dire même un couple, à partir du moment où il y a deux individus, le dénominateur commun est plus bas. Il faut faire déjà un compromis. Et donc, quand tu es dans nos sociétés où là, c'est vraiment des masses gigantesques, C'est de la le, cybernétique, quoi. On gère des mouvements de masse gigantesques et voilà, le dénominateur commun, c'est qu'on va tous chier, quoi. C'est ouais, ça? voilà, voilà. Et, et j'allais dire, pour sortir de cette masse, parce que nous aussi, hein, Ah, mais quand je parle, moi, il y a plein de fois où je suis dans la masse aussi, et pour s'en extraire, bah, ça demande un effort individuel. Ça peut venir que de l'intérieur de soi-même pour essayer de prendre de la hauteur sur les événements, comme on dit. Mais toi ou moi, on nous met dans une foule, on est aussi bête que les autres. Hein. tout à fait, ouais, ouais. Mais c'est un combat perpétuel. C'est quelque chose qu'on connaît dans la littérature chrétienne classique, que les musulmans appellent le djihad akbar. C'est un combat perpétuel contre le penchant bas de notre être, le penchant animal de notre être. Et Ça, c'est vieux comme le monde. vieux, Euh, les élites, on va dire presque usurpatrices, qui sont obligées, qui n'ont pas le pouvoir, enfin qui ont pris le pouvoir de façon illégitime, ont contrôlé les masses depuis la nuit des temps. Hein. Donc je te dis, on retrouve ça en Chine avec l'art de la guerre ou les stratagèmes pour arriver à combattre son ennemi sans passer par le champ de bataille. On a ça dans l'Empire romain, du pain et des jeux. Enfin, et à notre époque, c'est pareil, c'est ce que Berzinski l'appelait le tititainment, en fait. C'est que on a plus de facilité à dominer une population en la séduisant que en lui mettant des coups de bâton. En fait, on va pas sortir. Est-ce qu'on sort la citation, la punchline de Taré
de Lucien Cerise tout de suite. Ah, bah ouais, tiens, bah, je l'ai là. Bah, d'ailleurs, je vais On n'en dit pas les- trop, on a une dernière partie sur l'ingénierie sociale, la cybernétique. Peut-être on pourra en parler un tout petit peu du développement personnel juste après. Mais la punchline de Julien Cerise, franchement, elle est dans les annales, celle-là, quoi. Ouais, ouais. Bah, je vais même lire quelques phrases un petit peu avant. Donc, Vas-y. c'est dans la préface de La Société de l'indécence de Stuart Ewen, qui a été réédité. Et donc, Lucien Cerise fait la préface, qui est vraiment bien d'ailleurs, cette préface. Alors, ouvrez les guillemets. C'est ainsi qu'un authentique totalitarisme marchand se met en place au moyen de l'excitation hédoniste du système nerveux. Cette nouvelle forme de dictature, fondée sur la séduction érotique et la jouissance obligatoire, ne donne pas le sentiment d'être une dictature car elle active les zones du cerveau liées au plaisir. En appuyant à fond sur cette culture du plaisir, il devient également concevable de transformer la société en un vaste camp d'extermination sans en avoir l'air, en développant les addictions et dépendances pour transformer ses citoyens en épaves humaines, toxicomanes, drogués, compulsifs, édentés et stériles en tout genre. Woodstock plus efficace qu'Auschwitz, le gavage plus efficace que la famine. Po, po, po. Je suis tellement fan, je suis tellement fan. Mais alors, là où il faut bien comprendre quelque chose, c'est que les bas instants. Qu'est-ce que c'est les bas instants du peuple? C'est très facile, hein. C'est la violence, c'est le sexe, c'est la médisance. Or, on peut pas laisser dans une société l'ensemble des individus exprimer sa violence, disposer du sexe des femmes comme il le veut, médire comme il le veut. Donc en fait, il faut lui proposer tout ça sous une forme aseptisée. C'est-à-dire qu'il faut qu'il ait l'impression de le vivre sans le vivre. Parce que on peut pas laisser les gens s'entretuer, on peut pas laisser les hommes violer n'importe qui. Et il faut retravailler cette violence, il faut que le cerveau ait l'impression de la vivre pour être rassasié, hein, par les organes du plaisir, mais il faut que ce soit inoffensif. Et c'est ça la catharsis. Et la catharsis, c'est le porno, la catharsis, c'est Hollywood, c'est les potins, c'est la télé-réalité qu'on regarde par voyeurisme pour se moquer des imbéciles et des faibles. Je veux dire, quand on se met devant une émission de télé-réalité et qu'on a une brochette d'individus qui sont tous des serveurs des serveurs d'Ibiza à 62 cuits, cons comme des bites, et des meufs qui sont des demi-putes, il y a quelque chose là-dedans qui est fait pour flatter qui est vraiment flatté, pour flatter le bas instinct du bon besogneur qui va rentrer chez lui et qui va se dire, oh là là, qu'est-ce qu'ils sont cons. Et, euh, et voilà, ça flatte son bas instinct, mais ça n'empêche pas la société de fonctionner. Ouais, ouais, c'est vrai. Et ça me fait penser à un truc, ce que tu dis, c'est que est-ce que justement les élites ne font pas ça à toutes les périodes? Et du coup, bah, par exemple, au Moyen Âge, on est dans une société traditionnelle, on va faire construire des cathédrales, faire des croisades aux gens où ils vont devoir aller se confesser. Tu vois, c'est une forme d'ingénierie sociale. On occupe les gens et donc on essaie de transmuer les énergies de violence et la sexualité latente Ouais, chez le peuple, qui est mais on là va tout le temps. faire un vrai truc quand même. Enfin, je veux dire, la croisade, c'est quand même un vrai truc. On va vraiment tuer l'ennemi. Quand on fait une cathédrale, on Parce est que vraiment. c'est une ingénierie sociale positive. Oui, c'est Alors, une sorte de c'est une catharsis positive, alors qu'aujourd'hui, on est dans une catharsis complètement fantasmée. Si tu veux, le travailleur rentre chez lui, il se regarde une série à la con où il se passe des trucs incroyables, alors que dans sa vie, il se passe rien. Et oui, oui, et, on est dans le négatif, voilà. L'ingénierie sociale, il y a la bonne et il y a la mauvaise. Et en miroir, la catharsis, il y a la bonne et il y a la mauvaise. ouais, voilà, ouais. Et aussi une chose, c'est que d'un côté, on va donner aux gens donc le moyen d'assouvir toutes ces pulsions.
mais en même temps, comment on va dire, on va les arrêter un peu ces pulsions, parce que plus on consomme de porno, moins on a de sensibilité, plus on va regarder des films d'action, mais on reste sur son canapé. Ouais, ça finit taré, ouais. Ouais, c'est-à-dire que c'est un espèce de rêve. Et là, bah tiens, moi aussi, je vais faire une citation là de tête de Guy Debord dans La Société du spectacle, où il dit tout ce qui était directement vécu s'est évanoui en une représentation. Donc Voilà. voilà, Ça, c'est le on génie est du dans. monde moderne. C'est-à-dire que le monde moderne a compris que finalement, imaginer quelque chose ou vivre par procuration quelque chose, c'est presque pareil pour le cerveau que de le vivre pour de vrai. Mais je me souviens quand j'étais jeune et que je faisais de la boxe thaï, j'étais assez craintif sur le ring parce que j'avais peur des coups, tu vois. Et mon entraîneur m'avait dit, mais de toute façon, qu'est-ce qui peut t'arriver de pire? C'est de te prendre c'est de te prendre une énorme droite et de tomber KO, ou c'est de te prendre un énorme coup et de tomber KO. Et il me dit, bah, essaye de te l'imaginer, tu vois. Tu te l'imagines très fort dans ta tête et tu te répètes la scène inlassablement, inlassablement, inlassablement. Et à la fin, ton cerveau aura l'impression de l'avoir vécu tellement de fois que tu deviendras insensible, tu vois. Parce que imaginer, c'est comme vivre. Et ça, le monde moderne l'a compris. Ouais, c'est vrai, mais c'est comme vivre, mais j'allais dire, c'est un succédané quand même. Oui, C'est-à-dire que c'est comme, mais c'est pas la réalité. Et souvent, ça fait des gens qui sont handicapés dans la réalité. Quelqu'un qui a regardé trop de porno va galérer avec les femmes et va galérer dans sa propre sexualité. Tu vois, quelqu'un. c'est fort Euh, possible qu'un mec qui regarde du porno, qui regarde un guerrier Maasai baiser comme un taré, quand il va se retrouver en position de lui avoir des rapports sexuels, ça va pas forcément très bien se passer, c'est sûr. On donnait l'exemple du pro de GTA. Moi, j'en connais des pros de GTA. Des mecs, c'est hallucinant ce qu'ils font avec ça, alors que moi, je touche pas une bille. Mais si on les mettait dans la situation d'une émeute urbaine, je sais pas s'ils tiendraient très longtemps, quoi. Je pense pas que GTA les aidera. Je crois pas. non, non. Non, non. Mais du coup, ils ont assouvi une certaine Une pulsion. euh, pulsion. Ouais, voilà. Quand les gens rentrent du boulot complètement exténués, voilà, ils vont faire une partie de jeu vidéo et ça va les calmer, quoi, en gros. Et il y a ça pour plein de choses, pour plein de choses, même au niveau de la nourriture. Ce qu'on appelle la junk food, c'est une explosion Le de gras, saveurs, ouais. voilà, gras, du sucre dans la bouche, mais c'est pas du tout nourrissant, par contre. Ça va Une heure. satisfaire un temps quand on consomme trop de junk food. À la fin, on est obligé d'y retourner, et d'y retourner, et d'y retourner, quoi. C'est le Ouais, vice ouais, du KFC, et puis vous devenez un gros porc, quoi. Voilà. c'est le principe de la drogue et l'actualité, encore une fois, rejoint tout à fait ça, en fait. C'est c'est comme un shoot d'adrénaline, en fait. Et quand l'effet se dissipe, et ben, comme un drogué en manque, il faut tout de suite à nouveau une nouvelle prise et ainsi de suite, quoi. Ainsi de Mais suite. j'allais dire, C'est l'effet de la représentation qui se substitue à la vie elle-même, quoi. Et de la catharsis qui consiste à remplacer la réalité par une représentation faussée de la réalité au mind control, il n'y a qu'un pas, puisque on comprend très vite qu'on peut apaiser un peuple par la nourriture cathartique qu'on lui offre, c'est le pain et les jeux, c'est panem et circense. Excusez-moi si je prononce mal. Comment tu dis? je crois que c'est circoncis. Je veux pas faire mon. Circoncis. Oh, le latiniste. Mais Voilà. très vite, on a compris que non seulement cette catharsis avait un pouvoir extraordinaire, mais que ce pouvoir, on pouvait en plus l'orienter pour emmener les gens un peu où on voulait qu'ils aillent. Et ça, c'est connu instinctivement depuis longtemps, mais ça a été théorisé par Édouard Bernays dans un livre qui s'appelle Propaganda et
qui est sorti en 1928. Et depuis ce livre, je crois que toutes les grandes études en sciences sociales n'ont eu que pour objet que d'orienter les masses là où on voulait qu'elles aillent. Et c'est parfaitement effrayant. Il l'a fait d'une manière, on va dire, universitaire et scientifique, mais c'est vieux comme le monde, hein, ça. Hein. Tu sais, moi, je renvoie aussi les auditeurs à un petit livre, c'est le discours de la servitude volontaire de Étienne de la Boétie. C'est un petit texte et c'est un peu avant la Révolution française, je crois, c'est fin 18e. Je crois qu'il avait 16 ans quand il a écrit ça, Étienne de la Boétie. Donc là, lui, c'était Ouais, ouais. pas. Je crois pas qu'il regardait la télé-réalité, quoi. Non, non. Et dans ce livre, d'ailleurs, tiens, je vais donner une petite anecdote, enfin que donne Étienne de la Boétie. Il parle de la Lydie. Donc c'est une région en Asie mineure. Et le Lydie, ça vient de Ludos, le jeu. Et c'est parce que c'était une province qui avait été conquise par les Romains. Et il y avait toujours des rébellions, toujours des guerres. Elle était très difficile à maintenir, cette province. Et vu qu'il y avait plein de monuments, plein de champs, enfin, c'était très riche comme région, les Romains en avaient marre de tout détruire quand ils faisaient des campagnes militaires. Et donc, ils se sont dit comment on va faire pour maîtriser cette région hostile sans la détruire. Et en fait, les empereurs romains ont rendu obligatoire les tavernes et les bordels. Voilà. Et, Ben ouais. la, et la région, elle s'est plus jamais révoltée et ils n'ont pas eu besoin de tout péter et ils ont conservé les richesses de la région Ouais. annexée. Quoi. Rien qu'avec les tavernes et les bordels, ça marche. Alors imaginez s'il y a les tavernes, les bordels, et qu'en plus il y a Internet, le porno à gogo, la télé, et ben là on a le cocktail parfait, quoi. Ouais, ouais, Le cocktail et parfait. ce qui est intéressant avec Internet, c'est que, tu sais, on en a parlé au début, il y a une psychologie des foules. Quand on est en foule, on n'est pas pareil que tout seul, au calme. Et Internet, ça permet de mettre un individu seul chez lui devant son écran dans une psychologie des foules. Là où avant Internet, la personne pouvait peut-être faire des retours sur elle-même, prendre de la hauteur sur les événements. Là, elle va allumer son ordinateur et elle va être à nouveau dans une psychologie des foules alors qu'elle sera toute seule dans la pièce. Quoi. Mais elle a même pas besoin. Aujourd'hui, on allume même plus son ordinateur. On a son ordinateur portable, on a son téléphone portable dans la poche, 24 heures sur 24. Alors pas toi, parce que je sais que tu as un téléphone archaïque au fin fond de ta campagne, mais enfin, maintenant, voilà, je sais pas, tout le monde a ça, quoi. Tout le monde a, C'est tout la le monde a chance, un téléphone. j'ai la chance d'être agoraphobe et technophobe, mais sans le vouloir. Quoi. Donc, moi, je me suis arrêté. S'il n'y a pas de bouton, tu sais, l'histoire, enfin, ça, je te raconte ma vie, hein, mais Vas-y, vas-y. l'histoire de chercher avec le doigt, là, avec l'écran, mon surmoi me dit que je suis un singe quand je le fais, et donc, je me sens mal. Quoi. Ouais, moi je suis Donc, tombé dans le. ouais, J'ai résisté longtemps, j'ai résisté très longtemps, j'avais même pas de téléphone portable. Jusqu'à 30 ans, j'avais pas de téléphone portable. Et puis un jour, on m'a foutu un iPhone entre les mains, puis c'était fini, quoi. Alors, ah, euh, mais moi, je me prends pas pour un là, exemple. Hein. là où j'aimerais rebondir, c'est que cette technique de manipulation des masses, tu as précisé que c'était une technique militaire au départ. Et que cette technique militaire, finalement, elle s'est élargie à toute chose. Et Oui, il y a un point commun entre une armée qui veut vous conquérir, entre une entreprise qui souhaite vous vendre quelque chose, entre un pouvoir qui souhaite que vous vous teniez tranquille, ou même entre un homme qui veut séduire une femme pour la baiser, le point commun, c'est qu'il faut manipuler le cerveau de son interlocuteur. Et en fait, tout ça procède d'un même ensemble, si vous voulez, que ce soit la PNL, la programmation neurolinguistique, qui est très connue en développement personnel, que ce soit les pick-up artistes qui draguent des meufs, qui ont des techniques de manipulation mentale pour draguer des meufs,
que ce soit les spins, qui sont les conseillers des politiques pour élaborer des éléments de langage qu'on va répéter ad nauseam pour les faire rentrer dans le cerveau des électeurs pour qu'à la fin ils foutent le bulletin dans l'urne pour vous. Et ben tout ça c'est pareil, c'est une communication non gratuite, c'est une communication orientée, c'est une communication qui va avoir un objectif, et l'objectif ça va être de vendre, de vous manipuler, de vous affaiblir, de vous tromper, de vous orienter un peu comme on veut. Et les techniques pour y parvenir sont devenues de plus en plus élaborées, de plus en plus fines. Voilà. Mais c'est ce qu'on appelle, tu sais, la guerre de quatrième génération. Tu sais, on a la guerre de première génération, c'est deux armées l'une en face de l'autre. La deuxième génération, c'est des guerres de tranchées. La troisième génération, je crois que c'est avec l'aviation. Et la quatrième génération, c'est directement dans la société, dans C'est le... dans votre cerveau quoi, qu'on va vous imprimer le truc, quoi. Ouais, voilà, c'est que, bah tiens, je vais vous donner une petite citation assez intéressante de Alexandre de Maranche. Donc, il a été chef des services secrets français pendant 12 ans sous Pompidou. Donc, c'est dans un livre c'est un entretien de Christine Ockrent qui s'appelle Dans le secret des princes. Et donc, Alexandre de Maranche, c'est vraiment un personnage très intéressant, hein, ce Alexandre de Maranche. Donc, C'est pas n'importe qui, quoi. C'est pas un c'est Internet, quoi. non, non, tu sais, c'est les gaullistes à l'ancienne, quoi. C'est les gars Ouais. de la Deuxième Guerre mondiale, quoi. Et alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit, aujourd'hui, on ne conquiert plus le terrain pour avoir les hommes, on conquiert les âmes, on conquiert le psychisme. Une fois qu'on a le psychisme, on a l'homme. Quand on a l'homme, le terrain suit. La plus grande astuce du diable, c'est de faire croire qu'il n'existe pas. Le moment est venu d'utiliser le mot subversion, arme redoutable car elle essaie de ne pas se montrer. Cette méthode s'inscrit dans l'infiltration d'une partie des médias, d'une partie de ceux qui enseignent aux âmes, au cœur et aux cervelles, je veux dire le clergé, l'école, l'université. Jadis, pour tenir le pouvoir, il fallait contrôler l'Église, donc les âmes. Au XIXe siècle, c'est l'instruction, donc les cerveaux. Aujourd'hui, c'est l'audiovisuel qui prime et l'université. En Occident, on n'apprend plus, comme on le fait dans les pays de l'Est, l'amour de la patrie, du travail, mais le laxisme, l'indiscipline, le non-respect des vertus anciennes, la recherche des paradis artificiels, en un mot, ce que j'appelle l'ordre inverse. On dirait du guénon. On dirait du guénon. Et tu m'as dit quoi, le chef des services secrets français? Ouais, ouais, ouais. Ouais, mais il y a aussi, hein, de toute façon, une chute de niveau chez les hauts fonctionnaires français, quoi, où il y avait un niveau extraordinaire, et on le voit avec cette citation, quoi. Bon, Ouais, ouais, ouais. Et d'ailleurs, des mecs comme ça, hein. ouais, ouais. Et je crois qu'il s'est fait virer au début des années 70. Tu vois, tu sais, il y a eu la rupture de mai 68 où là, après, c'était Ouais, des. c'était peut-être que il voulait pas rentrer ouais, il correspondait peut-être plus au plan, quoi. Non, ouais. Et donc, tout ça pour dire que derrière les médias, bah, comme tu l'as dit, surtout aussi pour vendre des choses. Il y a les gros industriels, les grosses marques qui sont derrière les médias, mais il y a aussi les militaires. Parce que un peuple abruti, justement, qu'on aura décérébré avec de la télé-réalité, qu'on aura canalisé par du porno, de la drogue, du rêve, tu sais, l'argent facile, ce genre de choses, et ben c'est un peuple qui se défendra moins, Ouais. qui ira moins prendre les armes pour défendre son pays, en fait. Et aussi, oui, oui, t'as tout à fait raison. Aussi, quel est le point commun? On parlait du point commun entre le publicitaire, le dragueur, le militaire. C'est qu'ils ont une connaissance de la nature humaine très forte. Voilà, c'est pas des
c'est pas des idéologues universitaires qui vivent dans un monde fantasmagorique, quoi. Eux, ils veulent du résultat. Voilà. Et donc, Voilà. ils savent faire, c'est efficace. Voilà. C'est de la grosse efficacité, quoi. Et, Voilà. Et c'est caché, il faut bien le dire, c'est camouflé. bah C'est-à-dire que oui, pour réussir une opération de séduction ou de subversion ou une opération marketing, il ne faut pas montrer les coulisses, quoi. C'est le principe du cheval de Troie. Tu sais, on montre pas les coulisses. Quand le serpent veut tenter Ève pour qu'elle morde dans la pomme, il lui dit pas, je suis là pour te niquer, hein. Il lui chante une chanson à son oreille qui va lui plaire, quoi, qui va la séduire. ouais, ouais. Mais c'est exactement comme la drague, on peut dire, parce que on se montre pas sous son vrai jour. On va bien s'habiller, on va offrir des fleurs, alors que une fois qu'on a... Le diable n'est pas un dictateur, c'est un séducteur. Ouais, ouais. Et tiens, un truc qui me revient quand tu as dit la citation du mec dont le nom m'échappe déjà. Alexandre de Manche. Et il a dit une phrase qui est la plus belle ruse du diable, c'est de faire croire qu'il n'existe pas. C'est une phrase de Baudelaire. Ouais, Baudelaire. Alors, on va passer de la théorie à la pratique, si on veut. Et j'avais retenu, alors je sais pas si toi aussi ça t'a choqué, mais je pense que ça a choqué beaucoup de Français. C'est un modèle de manipulation mentale des masses, un épisode de manipulation mentale des masses, qui a été la dernière élection présidentielle en France, qui a vu l'élection d'Emmanuel Macron le 7 mai 2017 à la magistrature suprême. Et ça a été une campagne interminable, interminable qui a épuisé le cerveau des Français, qui a défoncé le cerveau des Français. Ça a commencé par les primaires de gauche, ensuite les primaires de droite, ensuite la campagne telle la campagne, la vraie campagne, ensuite la députation, ouais. et c'était interminable. Et ça a été une succession, une séquence sans fin de manipulation de langage, de marketing politique, de manœuvres, de faux débats démocratiques. Ça a été un déferlement médiatique euh, colossal avec un soutien médiatique sans précédent à Emmanuel Macron. Et alors moi, con comme je suis, parce que j'ai peut-être développé des anticorps à ce genre de truc, mais j'étais sûr que ça prendrait pas. C'était tellement gros Si, moi aussi. que j'y croyais pas. Je me disais, non, Emmanuel Macron, ça va quand même pas passer, quoi. Ben si, ça marche. Ça marche. Ouais, ça marche. Et là, on rejoint le plus petit dénominateur commun, moi, je pense, hein. C'est que, tu sais, Macron, c'est la première élection où il y a vraiment eu le big data qui est rentré en jeu, en fait. Ouais. Et On est donc, ils passé à un sont... stade supérieur. On avait déjà vu ça avant, hein, c'est pas nouveau. Mais là, on sent on est passé en vitesse lumière, quoi, comme dans Star Wars, quoi. Ouais, ouais. Et Macron, c'est un espèce de condensé, un espèce de golem de la médiocrité, en fait. C'est-à-dire que le français moyen, eh ben, en fait, il doit ressembler plus ou moins à Emmanuel Macron, sinon ils auraient pas voté pour lui, quoi. Il y a quelque chose C'est chez ça vous aussi. qui a parlé aux Français de base. Et surtout, moi, ce qui m'a choqué, c'est que on est peut-être à une époque qui va devoir affronter des défis civilisationnels colossaux et que l'élection s'est jouée au final, hein, dans la dernière ligne droite, sur la suppression de la taxe d'habitation. C'est-à-dire que, je sais pas, peut-être que la prochaine élection présidentielle, ce sera un sandwich gratuit au McDo, peut-être. Je ne sais Ouais. Moi, je crois même pas qu'on est dans un défi civilisationnel. Moi, je pense qu'on est vraiment sorti de l'histoire. Là, non, vraiment, tu vois Oui, ce que je... oui, enfin, il y Tu a quand même vois, d'énormes défis. Ouais, il y a quand même d'énormes défis écologiques et tout ça qui se présentent à l'humanité. Et à la fin, on vote pour des énormes trous de balles, quoi. ouais, ouais, c'est vrai. Moi, de toute façon, je pense que c'est déjà pour montrer aussi la chute de niveau de la France. C'est-à-dire qu'on pèse vraiment plus rien au niveau international. Et franchement, pour moi, Macron, il est aussi
tu vois, en gros, Macron, il a une tête d'employé, une vie d'employé, une vie de sous-chef. Et parce que la France, c'est plus un pays dominant qui pèse dans les affaires du monde. Donc, Macron, je te dis, un président qui soit programmé à la base ou que les gens ont vraiment voté pour lui, de toute façon, ça va être un peu la tête de proue d'une société, en fait. La synthèse de ce que représente le peuple, quoi. Et donc, tu vois, si Macron, il peut être élu en un an en disant pensée printemps, ou tu sais, il a même fait des esprits. Quand on lui parlait de tiens, qu'est-ce que vous voulez faire, vous, par exemple, pour le terrorisme? Putain, c'est une phrase qui m'a traumatisé. Il a pris son regard très sérieux, il a fait nous allons créer une task force. C'est tout. Les gens ont kiffé. Ouais, Une task mais force. parce que dans la subversion, dans la manipulation, tu parlais de PNL, les mots ont une importance énorme. Et avec le big data, j'allais dire d'autant plus. Tu sais, quand il a sorti Pensée Printemps, d'après moi, c'est parce qu'il y a eu une étude, ils ont fait des sondages, et en fait, les gens, ils avaient besoin, ils avaient envie d'entendre cette phrase, qui a ni queue ni tête, mais ça sonne bien dans la tête des gens. Donc il l'a sorti et ça a marché en fait. Ça, moi je pense que ça va pas plus loin que ça quoi. Il y a un texte que j'adore, puisqu'on est là, on est sur ta chaîne, on a un public de traditionalistes. C'est Discours contre les discours de René Guénon, où il explique qu'en fait, l'art oratoire sur lequel repose toute la démocratie représentative, moins vous avez quelque chose à dire, moins vous avez de conviction, meilleur orateur vous êtes. Fatalement, si vous voulez exprimer une idée complexe, bah, ça va être beaucoup plus difficile. Ça va être beaucoup plus difficile de la faire passer. Et je crois que rien n'a rendu les gens plus bêtes dans l'histoire que la démocratie. Voilà, je veux dire, à chaque fois qu'il y a une élection en France, moi, j'ai qu'une envie, c'est de me barrer pour ne pas avoir à supporter les discussions des gens à l'apéro où ils vont tous reprendre les éléments de langage à la con, parler de trucs à la con auxquels ils ne comprennent rien. Euh, Ah la ben, politique rend les gens débiles. Débiles. Voilà. moi à chaque élection je deviens de plus en plus anarchiste et misanthrope. Pareil. Ça me rend mauvais et je crois que la prochaine soirée où je débarque et où j'ai trois connards qui me parlent de ce qu'a dit euh, à Benoît Hamon ou je ne sais qui, je me casse. Je peux plus, je n'y arrive plus, c'est devenu épidermique. Ouais, ouais, c'est vrai. Et en plus, moi, ce qui m'énerve, c'est souvent des gens, en plus, qui veulent réagir, on va dire, contre le système. Mais en fait, pour réagir contre le système, déjà, il faut être antidémocrate. Il faut s'organiser en société secrète, faire ça, inventer des mots de passe, enfin, tu vois, alors que les gars, ils s'embrouillent sur les réseaux sociaux, on connaît tous leur avis, on sait tous ce qu'ils vont dire tout d'avance. C'est, Ouais, ouais. Moi, enfin, je pense en qu'une fait, vraie, si dissidence il doit y avoir, elle est élitiste, elle est cachée, elle fait sécession. Et ouais, elle peut pas passer par, si tu veux, moi quand j'entends parler du RIC, là, du référendum d'initiative citoyenne d'Étienne Chouard, mais je me dis, on va être dans l'élection, on va être dans les gens qui parlent de sujets qu'ils connaissent pas 24 heures sur 24 toute l'année. Je me tire une balle. Je me tire une balle. ouais. Et puis, tu vois, le RIC, ça veut dire on n'aime pas cette démocratie, mais on veut plus de démocratie. Tu sais, où c'est genre on n'aime pas le capitalisme, mais on veut plus de pouvoir d'achat. Non, 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 non. Soit tu es dans le capitalisme, soit tu es dans la démocratie, mais il n'y a pas plus de démocratie, moins de démocratie, plus de capitalisme. C'est le même jeu. C'est La le même jeu. démagogie, la démagogie, la tromperie, le mind control, la catharsis est consubstantielle à la démocratie. Je retrouve dans mes notes ce fameux bouquin Propaganda d'Édouard Bernays, le sous-titre du livre de Propaganda d'Édouard Bernays, qui est quand même la première pierre à un édifice scientifique du mind control. Ça s'appelle Propaganda ou comment manipuler l'opinion en démocratie. Voilà, Ouais. ça se passe de commentaires.
Alors, un phénomène que je trouve quand même assez intéressant sur Internet, c'est que avant l'opposition, ce qu'on pouvait appeler la vraie droite en quelque sorte, hein, la droite de la hiérarchie, la droite la droite de la métaphysique, elle maîtrisait pas du tout les techniques de mind control et de catharsis. C'était de l'intellectualisme de papy. Et depuis quelque temps sur Internet, on assiste à l'éclosion d'une nouvelle communication à base de mèmes, d'humour. Et le mème, alors je me trompe peut-être, hein, mais je pense que le mème, c'est tiré de la mémétique. Et la mémétique, c'est la science de convertir les gens à son avis. Voilà. Et l'opposition s'est emparée de processus de mind control qu'avait utilisé le pouvoir et les jeunes générations maîtrisent très bien cet outil. Ouais, c'est vrai, mais est-ce que c'est un bon signe, justement? Je sais pas. Parce qu'on. Mais ouais, ouais. Mais par contre, la même éthique, c'est exactement ça, hein, de toute façon, hein. C'est déjà ça a été théorisé par Platon, tu sais, qui parlait du même et de l'autre, que Mhm. l'être humain, c'est un animal qui imite, en fait, et il sera toujours attiré par le même, et tout ce qui est autre, il va essayer de s'en écarter, en fait. Et Donc, du le coup, même, c'est l'idée de normaliser une idée, mais du coup, on rentre encore plus loin dans la guerre de propagande, quoi. C'est encore le début d'une nouvelle escalade et d'une nouvelle étape dans la déstructuration du cerveau des masses. En fait, enfin, c'est pas très, on n'est pas très enthousiaste, enfin, c'est le moins qu'on puisse dire, euh, et on n'est pas très optimiste, mais on va quand même finir l'émission sur comment échapper à l'actualité et comment échapper à l'influence de ceux qui cherchent à pirater nos cerveaux. Parce que il y a quand même des moyens. déjà, une chose, tu parlais du même. Tu vois, moi, je te dis même, enfin, d'ailleurs, un peu comme toi, moi, depuis Macron, c'est l'actualité en général. Je fais exprès de mal parler, tout le monde m'énerve, en fait, à la télé, sur Internet, même moi-même, j'arrive à m'énerver moi-même. Sur Internet. Mais ce qui peut être intéressant, par exemple avec les Gilets jaunes et tout ça, c'est la démocratisation de dire, par exemple, Merdia ou BFM-VC, par exemple. C'est-à-dire, Ouais, ouais. vu que les mots ont une importance, c'est directement de placer la personne, pas sur un pied d'égalité, mais montrer qu'elle est en dessous, quoi, justement, quoi. Tu vois, ne pas dire un homme politique, mais un politicard, un politicailleux, ne pas Ouais, dire ouais. un universitaire, un universitailleux, un pseudo-philosophe, tu vois, de mettre pseudo avant, de mettre toujours tu vois, même souvent, moi je dis nos élites, alors qu'il faudrait toujours dire nos pseudo-élites, ou Ouais, ouais, faut jamais rater une occasion de leur chier à la gueule. Mais c'est vrai que voilà. quoi Et qu'on... l'emploi du récurrent va créer des récurrences et le mot remplace une idée, en fait. Aujourd'hui, les gens, ils ont tous démocratie, laïcité, vivre ensemble à la bouche. Mais si on leur demande de définir, y a plus personne. C'est juste des sonorités. C'est Alors des qu'un récurrences. laïcard, on voit tout de suite ce que c'est, on se fout de sa gueule et ça passe beaucoup mieux. Et c'est vrai que la laïcité, par exemple, des gens qui se revendiquent de la laïcité. Moi, j'étais très anti-laïcité à une époque et j'ai eu beaucoup de débats sur Internet, des débats complètement vains. Mais les gens, quand je leur demandais, mais attends, qu'est-ce que t'entends par laïcité? Parce que j'ai l'impression que t'as pas très bien compris ce que c'est. Et il me sortait son catéchisme d'éducation civique de CE2, quoi. Il avait jamais réfléchi à la question, il savait même pas ce que c'était, mais il était prêt à mourir pour ça. Ouais, ouais. Et ça, c'est le poids des Mourir et à tuer. mots. Ouais, ouais. Et ça, c'est le poids, le poids des mots. Il y a des mots aujourd'hui, bah, comme tu sais, dans les sociétés traditionnelles, tu as des tabous, des interdits. Et ben aujourd'hui, on retrouve ça. Il y a des mots qui sont à la fois des idoles, des formules magiques, et à la fois des mots tabous,
des interdits, quoi. Et comme dans une civilisation primitive. Et ça, il faut le casser parce que le mot enferme, en fait. Un mot équivaut à une idée, à une image dans la tête des gens, quoi. Et l'air de Et, rien, appeler les choses par un autre nom, c'est leur donner un autre pouvoir sur nous-mêmes, quoi. Si tu as cessé de sacraliser la personne qui te parle, bah, ça va déjà beaucoup mieux, quoi. T'as- ouais, Tu désacralises l'universitaire, tu seras plus hermétique à ces conneries. Tu désacralises l'homme politique, tu seras plus hermétique à ces conneries. Et pour, euh, pour essayer de se laver de l'influence que peut avoir ces forces qui nous assaillent et qui essayent de nous dominer le cerveau en permanence, faut aussi bien se rendre compte que 99% de ce qui se dit dans l'actualité, de ce qui se dit à la télé, de ce qui se dit dans la publicité, on s'en bat les couilles. Ça n'a aucune espèce d'importance. C'est de la réécriture du réel. Ce sont des monstres de foire qui n'ont aucun poids dans la réalité. C'est de la publicité de bas étage. C'est de la merde. Moi, à l'époque des Gilets jaunes, parce que la tournure que prenait le mouvement vers le mois de décembre me plaisait bien. Je regardais BFM pour suivre un peu les manifs quand je pouvais pas moi-même me rendre sur place aux manifs. Et en regardant BFM, je me disais, mais putain, mais les gens qui regardent ça deviennent tarés. C'est obligé de devenir taré devant ce genre de truc, quoi. C'est des journaux qui se répètent à l'infini, on voit pas les transitions. Donc en fait, on se retrouve à écouter 15 fois la même merde d'affilée sans s'en rendre compte. C'est super bien fait, hein. Mais faut jamais foutre le pied là-dedans. Jamais. ouais, Jamais. c'est vrai, c'est vrai. Moi, je te dis, autant, tu vois, dans le fond, j'ai rien contre les revendications enfin, la colère des Gilets jaunes, ok, je la partage, mais en fait, moi, c'est au bout de la deuxième fois où j'ai entendu le mot gilet jaune, en fait. C'est que ça a fait dissonance dans ma tête, tu vois. Un gilet jaune, c'est ridicule, donc point, quoi. Donc, ouais. Et pourtant, ça m'a fait plaisir de voir des gars taper des flics, tout Ouais, cramer, ça, c'est y a pas de au problème. début, il y avait une scène colère, et puis dès qu'on leur a demandé d'exprimer, enfin, dès que c'est sorti de la scène colère animale, c'est devenu de la merde, quoi. On a retrouvé l'esprit de syndicalisme à la française, le légalisme, le gauchisme, l'étatisme. Autre chose pour essayer de se nettoyer de ce genre d'influence, c'est que en tant qu'individu, je vais vraiment le dire comme je le pense, vous en avez rien à foutre de la politique. Alors vraiment, rien à foutre. On a compris que c'était de la grosse merde. Donc cessez d'écouter et de commenter les vaines manœuvres de la politique politicienne. Il faut s'en tenir le plus loin possible. Voilà, il faut échapper à la lourdeur du politique. Il faut échapper à la lourdeur du politique, particulièrement en temps de campagne. Il suffit de savoir qui sont les candidats, quels sont les intérêts pour lesquels ils roulent, quelle est leur structure idéologique politique. Et c'est inutile d'aller scruter les propositions une par une ou de s'intéresser à leur programme de manière analytique. Les gens les plus stupides politiquement, je les reconnais à leur propension à lire les programmes. Quelqu'un me dit, mais attends, est-ce que tu as lu son programme? Je sais que j'ai affaire à quelqu'un qui n'y connaît absolument rien. Idem pour l'économie, on en parlait en préparant l'émission. Globalement, à l'échelle individuelle, vous n'en avez rien à foutre de tout ce qui relève de la science économique, quoi. Vous pouvez vous défendre dans la mesure du possible pour défendre votre intérêt immédiat, mais avoir des convictions économiques, c'est déjà un truc de débile pour moi. Ouais, ouais. Bah, pour moi, s'intéresser à la politique et à l'économie, c'est un truc de bonne femme. C'est Mmh. c'est aussi bête que ça. Tu sais, la politique, c'est la collégienne qui va raconter au téléphone que Samantha, elle a souri à Kevin et Kevina, elle s'est embrouillée avec je sais pas qui. Ça, c'est la politique. Et l'économie, bah, c'est de l'argent de poche Ouais. pour acheter des glaces et des C'est la habits, quoi. gestion du domestique. Donc, quand vous en êtes à vous dire, tiens, pour gérer les richesses, il faut que ce soit libéral, non, il faut que ce soit social, non. En fait, vous êtes déjà foutu, quoi. Vous êtes baisé dans votre tête. Un Ouais. homme sain ne s'intéresse pas à ce genre de truc, quoi. Parce que c'est un moyen. Tu vois, moi, quand je dis je critique la démocratie,
Mais je sais pas, la démocratie directe à l'échelle d'un village ou d'une petite communauté, j'ai rien contre. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Euh, le vrai libéralisme, j'aime bien. Et puis si le socialisme, il peut y avoir aussi des bons côtés. Donc en Oui, fait, ça va toujours dépendre de qui met en place quoi, en fait. Et si c'est des pseudo-élites, eh ben, ça sera toujours inversé, en fait. et c'est Nul. là qu'on va peut-être passer au dernier stade. C'est Attends, euh, juste avant, j'ai une petite anecdote, c'est vas-y. Xénophon. Tu sais, on parlait de l'économie. Quand je disais, c'est peut-être un peu violent, quand je dis c'est un truc de bonne femme, je le dis au premier sens du terme. C'est parce que le mot économie, ça vient du livre de Xénophon, euh, qui s'appelait Economia ou Economikos, je sais plus en grec. Et c'était un livre qui était réservé aux jeunes femmes pendant que les maris étaient à la guerre pour gérer le domaine, gérer les esclaves, gérer les amphores. Donc l'économie est quelque chose traditionnellement de féminin, quoi. De Le féminin. féminin et l'économie et le politique étaient intéressantes quand on avait une emprise dessus. Aujourd'hui, vous n'avez absolument plus aucune emprise sur quoi que ce soit. Et pourquoi vous n'avez plus aucune emprise sur quoi que ce soit? Parce que ce qu'on appelle les solidarités charnelles, les solidarités immédiates, que sont la famille, la tribu, le clan, le village, comme tu l'as dit, ont La- disparu au profit d'entités abstraites et lointaines que sont l'État, le marché et les médias. Et l'État, le marché et les médias ont des mouvements, ont des forces qui les animent, ils se meuvent, ce sont des immensités, des immenses entités abstraites qui dépassent notre volonté propre. Nous n'avons aucune emprise sur elles. Les mouvements qui les animent vont se confondre avec des grands mouvements historiques et cycliques. Et c'est parce que nous n'avons plus d'emprise sur ces composantes que l'État veut faire de nous des enfants qui s'agitent à discutailler pour rien sur du vide. Voilà, du vide. Comme des enfants, comme des gonzesses, comme tu l'as si bien dit. L'État, le marché, les médias veut faire de nous des jeunes filles qui n'est ni forcément jeune ni forcément fille, puisque la jeune fille est un archétype de l'être qui est complètement centré sur lui-même, qui va discutailler de politique alors que ça ne sert absolument à rien. Et je renvoie là-dessus aux écrits du collectif Tiquin, si vous connaissez. Tikkun, c'est Tikkun. Bah, je dis Tiquin, moi, je sais pas. Tikkun, c'est de l'hébreu, c'est la réparation du monde pour les kabbalistes. Ah ouais, mais Voilà. c'est vrai que bon, l'État, le marché, les médias, euh, ce sont des structures gigantesques modernes qui font de nous des particules négligeables dans l'énormité, quoi, des particules interchangeables. Et c'est Ah pour ouais. ça qu'on n'a jamais tant insisté sur la singularité de l'individu, que nous sommes tous exceptionnels, mais c'est évidemment du bullshit. Nous n'avons jamais été aussi remplaçables, nous n'avons jamais été aussi tous pareils, et c'est comme ça parce que nous sommes le jouet entre des structures qui ont la maladie de nous uniformiser pour continuer à fonctionner. C'est la cybernétique, quoi. Et notamment une des armes pour faire de nous de bons soldats uniformisés d'organisations gigantesques sur lesquelles nous n'avons aucune emprise, c'est le développement personnel, par exemple. On va dire aux gens, mais attendez, développez-vous vous-même. Euh, c'est des conneries, tout ça. C'est des conneries. C'est C'est faux. des conneries, mais alors du coup, enfin là, on rejoint ce que tu dis par rapport à notre époque et à l'avenir. J'ai quand même l'impression que le développement personnel, bien sûr, hein, il est tout à fait critiquable, mais il y a une volonté quand même de s'émanciper des phénomènes de foule, notamment, je trouve, chez les jeunes générations, Ouais, ouais. parce que finalement, les gens qui s'intéressent de politique et tout, c'est des gens plus ou moins qui ont la quarantaine ou alors les boomers. Mais les jeunes de 20-25 ans, je crois qu'ils ont déjà compris que ça servait à rien de s'y intéresser
Donc il y en a ouais, beaucoup qui s'enferment dans leur délire de jeux vidéo, tout ça, mais il y en a aussi beaucoup qui se développent pour de vrai, Voilà, mais qui dans ce préfèrent. cas-là, on n'est plus dans parce que le développement personnel, c'est quelque chose de très précis, hein. C'est une nouvelle religion séculière qui a été inventée dans les années 60 aux États-Unis, parce qu'on a compris que que l'humain avait besoin d'absolu et de métaphysique, que le monde moderne ne pouvait plus lui offrir, et qu'en fait, on allait lui donner comme fin absolue le développement de lui-même. Après, ça n'a rien à voir avec l'amélioration de soi. Si dans les nouvelles générations, ou n'importe qui veut s'améliorer lui-même, évidemment, c'est quelque chose de noble, mais le Ouais, développement personnel, ça renvoie à quelque chose de très précis. ouais, ben, je suis totalement d'accord avec ce que tu dis, mais justement, ce développement personnel que tu critiques, qui a été créé aux États-Unis, c'est parce qu'il y avait un marché qui s'ouvrait. Et donc, du coup, avec le renseignement, le big data, on peut savoir que les gens sont en demande justement de se développer personnellement. Et là, le système, il va arriver avec ses coachs tout prêts et ses programmes tout prêts pour en faire des bons soldats Baptiste du... Rapin, il disait c'est un peu une citation à la Lucien Cerise, hein, j'ai pas la citation sous les yeux, mais il disait que dans le monde totalitaire, euh, pour, euh, pour soigner les individus déviants, il y avait le goulag, et dans le monde libre, il y a le développement personnel et les coachs. Voilà. Et en plus, Et ben, et en plus, on paye. voilà, et moi, ça va me faire revenir à ce que j'ai oublié de le dire tout à l'heure, j'avais pas fini ma phrase. C'est, tu sais, je disais dans les systèmes dictatoriaux à l'ancienne, comme le communiste, tu as une chaîne de télé avec un militaire qui présente, et dans le monde libre, capitaliste, enfin libre entre guillemets, tu as 50 chaînes avec 50 bimbos différentes qui vont présenter le journal, mais elles vont dire la même chose que le militaire sur sa chaîne unique, hein, en Oui, fait. Hein. oui, Donc, c'est ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de pluralisme. Tu sais que c'est un principe constitutionnel. Bluff en France, il faut un pluralisme, il faut que l'intégralité des idées s'exprime. Que dalle, vous zappez entre BFM, France 24, le journal de TF1, vous avez le même ton journalistique, tu sais, un reportage de Jean-Pierre Machin et Machin Bidule. C'est toujours le même ton, c'est toujours les mêmes infos, c'est toujours la même manière de les traiter. Donc en fait, il n'y a pas de pluralisme, il y a une pluralité. Et ouais. dès Et qu'on tu voit as aussi les voix off, hein. Les voix off qui s'adressent au public comme à des enfants de maternelle. Hein. On comme dirait une maîtresse. toujours avec le même ton, pour, euh, pour qu'on se dise, ah, c'est sérieux. Ah, ça, c'est totalement du mind control. Euh, on va finir, parce que moi, il faut que je te laisse, euh, par par une idée que j'avais trouvée très lumineuse sur la différence entre la nation et l'État. Euh, la nation étant une abstraction conceptuelle, donc c'est éminemment féminin. On est passif face à l'idée de nation qui nous impose ses valeurs. Et l'État, qui n'est plus du tout abstrait, puisqu'il est le pouvoir en marche, il est une force en mouvement, c'est le masculin. Et, euh, et aujourd'hui, les médias veulent nous faire adhérer à une vision abstraite du pouvoir, à une gouvernance, mais même que ce soit un nationalisme national ou un nationalisme mondial. Il y a cette idée de faire de nous des éléments passifs féminins qui se font imposer des valeurs au lieu de cette idée d'État qui est une force en marche. Ouais, et ben tout à fait. D'ailleurs, quand on était à l'école, maintenant on n'apprend plus, mais on parlait d'État-nation. Et l'État, c'est ce qui va être la forme, et la nation, c'est la matière, c'est les natifs d'une contrée donnée. C'est quelque chose de purement biologique, en fait, aussi une nation. Et dans les sociétés dites primitives, la nation, c'est le monde des femmes et des enfants. Et Ouais. l'État, c'est le monde des hommes initiés, des guerriers, qui vont donner la direction à l'ensemble du groupe. Qui La, agissent. la nation, c'est un principe conservateur, c'est ce qui conserve les êtres d'une entité donnée, et l'État, c'est le principe directeur, en fait. Donc, il y a le principe masculin et le principe féminin. Et tiens, moi, ça m'a rappelé un aphorisme
dont je suis assez fier, que j'ai écrit, où je compare les sociétés modernes et les sociétés traditionnelles, et je dis que les sociétés traditionnelles actualisent des modèles, alors que la société moderne modélise l'actualité. Je pense que ça fera une formidable phrase de conclusion. Je te Voilà. remercie de m'avoir reçu sur ta chaîne. C'est toujours un bonheur. Pareil. Et en plus, je te dis pas au revoir, puisqu'on va se retrouver très vite, puisque a priori mercredi prochain sort sur YouTube, sur la chaîne Bistrot des Gentilshommes, auquel tu as déjà participé une fois, une émission spéciale qui sera consacrée à Notre-Dame. Voilà. Ok, à l'incendie. On spoile pas, on aura énormément de choses à dire. Ça va être une émission très 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 intéressante. Ok, bah écoute, je te remercie. Donc, C'est moi. pour les de rien, de rien. Pour les auditeurs, n'hésitez pas à ajouter des commentaires, ça faisait des choses à rajouter intéressantes. Pouce bleu, abonnez-vous. On vous mettra quelques liens en description. Je vous mettrai quelques livres. Voilà. Et puis, bah, moi, je vous retrouverai sur ma chaîne. Et puis, bah, on verra. On n'a encore rien de prévu, mais je pense qu'on se refera encore quelques petites émissions comme ça. Quand tu veux, Pierre-Yves, c'est toujours un plaisir. C'est partagé. C'est partagé. Ciao tout le Et monde. ben, ciao tout le monde et à bientôt.